Bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous parler de géopolitique du gaz et plus particulièrement de la façon dont elle est illustrée par la crise gazière depuis 2021. Mais j'essaierai aussi de vous parler des perspectives, donc de savoir comment on en sort et puis ce que peut être le futur du gaz et ses impacts géopolitiques également. Peut-être pour commencer, dire d'où je parle. Et je parle en fait d'un triple point de vue qui est celui d'un dirigeant d'Engie, qui est un grand groupe de l'énergie avec une composante gazière importante, qui est celui de président d'Eurogaz, qui est le syndicat professionnel de l'industrie du gaz à l'échelle européenne, que j'ai présidé pendant 3 ans et jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, donc pendant toute la période de la crise. Et enfin, celui d'un conseiller du gouvernement, puisque depuis le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement avait demandé à Engie que je consacre une petite part de mon temps à conseiller les ministres des Affaires étrangères et de la transition énergétique sur la façon de gérer la crise gazière. Donc, c'est cette triple vision de la crise qui me permet d'avoir un regard original et assez complet sur ce qui s'est passé. Deuxième point que je voulais rappeler, c'est que finalement, la situation que nous connaissons dans le domaine gazier, au moment où la crise s'ouvre, c'est une situation où, dans l'ensemble du monde, le terme gaz désigne le gaz naturel, c'est-à-dire des gisements de méthane fossile pour l'essentiel. Mais il faut savoir que dans la longue histoire de l'industrie du gaz, ceci n'est qu'un moment, puisque pendant un siècle et demi, l'industrie du gaz a été essentiellement une industrie de gaz manufacturé, fabriqué localement à partir de charbon local ou d'autres ressources locales. Et comme nous le verrons pour les perspectives, il n'est pas exclu que le futur du gaz soit de nouveau de revenir à une industrie locale à partir notamment de biométhane ou de pyrogasification. Et donc, en fait, le gaz, en tant qu'industrie, a déjà connu deux révolutions technologiques complètes qui ont complètement changé son modèle d'affaires. Et il est en train d'en connaître une troisième avec le biométhane et bientôt une quatrième avec l'hydrogène. Et de fait, cette crise que nous connaissons depuis 2021 arrive à un moment où le gaz semblait à son apogée dans l'économie mondiale. Et la question de savoir si cette crise va accélérer la transition, la fin du gaz naturel que nous connaissons, est une question qui naturellement préoccupe beaucoup mes collègues et confrères. Il va falloir qu'on rajoute une rangée de chaises devant parce que sinon tout le monde va rester debout. Donc, mais merci d'être venus si nombreux assister à cette présentation. Donc, je vais traiter de deux grandes parties. Une première partie qui est vraiment une description de la crise, de la façon dont elle a été gérée et des conséquences immédiates ou de moyen terme qu'elle a. Et une seconde partie un peu plus prospective et sur la sortie de crise à moyen et long terme. Alors, au moment où commence la crise, au début 2021, on est dans une situation où, en gros, l'Europe est approvisionnée à 40% par la Russie, à 20% par la Norvège, à 25% par du gaz naturel liquéfié venant de différents endroits du monde. Et le reste, c'est la production domestique, c'est l'Algérie, c'est l'Azerbaïdjan, c'est un peu de Libye, un peu d'Égypte, etc. Et en 2021, la crise commence en fait tout doucement et comme une situation assez normale sur un marché de tension entre l'offre et la demande, parce qu'on se trouve à avoir une demande de gaz qui est haute dans le monde pour différentes raisons. L'une des raisons, c'est la sortie du Covid. La deuxième raison, c'est que l'hiver 2021 a été très froid. Vous l'avez peut-être oublié, mais on a des journées entières où on dépasse à peine 0 degré dans le nord de la France. On a eu un hiver froid et donc il faut reconstituer les stocks dans toute l'Europe, mais même, je dirais, globalement dans tout l'hémisphère nord. La Chine continue à remplacer à marche forcée une partie de son charbon, et notamment pour le chauffage urbain, par du gaz.
pour limiter la pollution en ville. Et phénomène qu'on oublie quelquefois, il y a eu en 2021 des sécheresses assez significatives dans différents pays du monde, notamment en Amérique du Sud, Brésil, en Turquie. Et ça a un impact direct sur la consommation de gaz parce que dans ces pays, quand il n'y a pas assez d'hydraulique, on est obligé, pour faire tourner l'électricité, de faire tourner les centrales à gaz et donc on importe massivement du gaz naturel. Au même moment, l'offre est faible. L'offre est faible parce que globalement, l'industrie du gaz et du pétrole sous-investit depuis 2014. Depuis 2014, la chute relative des prix du pétrole a fait que cette industrie a en gros stabilisé son niveau d'investissement à la moitié de ce qu'il était dans la décennie précédente 2014. Donc, il arrive assez peu de nouveaux gisements en production. D'autre part, il y a une série d'incidents qui vont se produire sur des usines de GNL comme Snøhvit en Norvège qui a flambé, qui va être disponible pendant 18 mois, comme des incidents sur des champs gaziers en Algérie, en Russie, qui vont restreindre l'offre et qui vont faire que beaucoup de demandes, peu d'offres, les prix commencent à monter et ils vont monter comme ça tout le premier semestre 2021 sans que on puisse à ce moment-là mettre en évidence des phénomènes de manipulation de prix. Pourquoi? Parce que, en gros, le comportement de tous les acteurs dans cette période-là apparaît rationnel, y compris le comportement de la Russie, qui exporte un peu moins que d'habitude, mais qui, elle aussi, doit reconstituer ses stocks de gaz, parce que l'hiver a été froid en Russie également, et qui, en plus, a créé des capacités de stockage supplémentaires qu'elle doit remplir. Donc, sur ce premier trimestre 21, on est au fond dans une situation relativement classique. À partir de l'été 21, l'analyse de la situation change. La situation elle-même ne change pas fondamentalement. On a un marché très demandeur et un manque d'offres et une hausse des prix. Mais l'analyse de la situation change parce qu'à ce moment-là, tout le monde est convaincu que la Russie a déjà été capable de reconstituer ses stocks et que donc, on constate qu'elle ne met sur le marché que de quoi satisfaire ses contrats long terme et pas, contrairement à ce qu'elle faisait les autres années, de quantité spot, c'est-à-dire de vente court terme pour optimiser son revenu. Et ça commence à inquiéter tous les acteurs, ça commence à donner le sentiment qu'il y a une manipulation de prix qui va accélérer la hausse des prix parce que les gens sont inquiets et se doutent qu'il y a des phénomènes de manipulation. À cela s'ajoute que l'été 21 est à la fois peu pluvieux, peu venté. Donc, peu de production éolienne et peu de production hydraulique. Là aussi, ça veut dire que tout ça, si on a besoin d'électricité, doit être compensé par plus de fonctionnement des centrales thermiques et donc en particulier des centrales à gaz dans un certain nombre de pays. À la fin de l'année 2022, lors de la visite décennale de Civaux, on découvre les phénomènes de corrosion sous contrainte sur un certain nombre de centrales du parc nucléaire français qui vont faire en plus que la disponibilité du parc nucléaire français va être gravement affectée par la nécessité de réparer. Et là, on va voir monter les prix à des niveaux qui sont de l'ordre de 5 fois ce qu'on a connu dans les décennies précédentes. Pour fixer les idées, sur la décennie 2010-2019, les prix du gaz, en gros, étaient de l'ordre de 20-25 euros du mégawattheure. Au quatrième trimestre 2022, on va voir des prix monter jusqu'à 110-113 euros, qui montre la forte inquiétude de l'ensemble des acteurs quant au fait qu'on va avoir assez de gaz pour passer l'hiver. Et phénomène intéressant, ces prix élevés commencent à avoir des conséquences géopolitiques intéressantes, c'est-à-dire qu'on va voir des initiatives extrêmement surprenantes du point de vue politique prendre place pour qu'un certain nombre d'acteurs puissent bénéficier de ces prix élevés. J'en citerai 2 ou 3. La première, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un accord entre Israël et l'Égypte
qui est conclu en février 2022, au terme duquel les usines de liquéfaction de gaz qui existent en Égypte, à Idkou et à Damietta, et qui étaient depuis plusieurs années en pratique inutilisées, vont de facto liquéfier du gaz israélien importé à rebours par les deux gazoducs existants qui permettent de transporter du gaz entre l'Égypte et Israël, qui avaient été initialement construits pour exporter du gaz égyptien, qui vont donc servir à importer du gaz israélien qui va être liquéfié en Égypte et qui permet de l'envoyer sur le marché européen et de bénéficier de ces prix élevés. Donc, la perspective d'empocher des bénéfices copieux aboutit à ce que des pays dont les relations sont notoirement difficiles, comme Israël et l'Égypte, se mettent d'accord. De manière encore plus surprenante, même si c'est un peu plus lointain pour nous, le Turkménistan et l'Iran vont solder un vieux contentieux, on parle quand même de 2 milliards de dollars, entre eux, pour conclure un accord au terme duquel le Turkménistan va augmenter ses exportations vers l'Iran, qui à son tour va augmenter ses exportations vers l'Azerbaïdjan, lequel l'Azerbaïdjan va augmenter ses exportations vers l'Europe à travers la Géorgie, la Turquie et le gazoduc qui s'appelle TANAP et qui permet d'amener du gaz jusqu'en Grèce ou en Italie. Alors, c'est un peu plus lointain pour nous, mais enfin, il faut savoir que le contentieux entre l'Iran et le Turkménistan datait de 15 ans, que les uns et les autres avaient juré au grand jamais de ne jamais renoncer à leurs droits dans ce contentieux, et que face à la hausse des prix, on trouve des accords qui permettent donc de contourner la mer Caspienne par le sud et de bénéficier des prix élevés. Autre surprise, on va voir la Chine commencer à ralentir sa politique de conversion du charbon au gaz. Parce que à ces niveaux de prix-là, la Chine se dit c'est peut-être pas raisonnable de continuer pour des usages basiques alors que nous sommes importateurs de gaz naturel et que nous sommes producteurs de charbon, de continuer à passer du charbon au gaz au même rythme que nous le faisons. Et plus près de chez nous, très concrètement, ça va se traduire par le fait que face à ces prix élevés, on va voir les opérateurs d'infrastructures essayer d'optimiser l'utilisation de leurs infrastructures pour bénéficier des prix les plus élevés en Europe, parce que le marché n'étant pas parfait, les capacités de transmission d'un pays à l'autre n'étant pas parfaites, il y a des différences de prix qui peuvent donner lieu à des optimisations. On va voir ainsi les Belges réussir à faire fonctionner leur interconnexion avec l'Allemagne à 120% de sa capacité pendant plusieurs mois pour que les marchands de gaz puissent bénéficier des prix plus élevés sur le marché. Alors, tout ça est une situation extrêmement tendue qui va rester dans une zone de prix élevés, de forte volatilité jusqu'au début de la guerre due à l'agression russe en Ukraine. Et là, avec la guerre, on va changer d'échelle, de méthode et de réaction. La Russie va très rapidement abandonner sa position constante qui était de dire je respecte mes contrats long terme et je me contente de ne pas mettre de gaz sur le marché court terme pour commencer à jouer avec les contrats long terme et jouer avec de temps en temps des manœuvres relativement subtiles. Ça va être notamment le fait de demander le paiement des contrats en roubles, puis de demander un certain nombre de conditions spécifiques sur les paiements de ces contrats, puis d'annoncer que face aux réponses que leur ont fait certains opérateurs, on va interrompre certains contrats puisque les gens n'ont pas accepté de payer en roubles ou de payer dans certaines conditions. On va ensuite annoncer des incidents techniques ou supposés tels sur un certain nombre de gazoducs. Et là, on va aboutir progressivement à une situation où, sur les 4 grandes voies
d'exportation de gaz russe vers l'Europe que vous voyez ici, progressivement, petit à petit, au cours du printemps et de l'été. Si je commence par le nord, les Russes vont interrompre les flux dans Nord Stream en prétextant des motifs techniques de disponibilité de turbines pour la compression du gaz, avant finalement, à la fin de l'été, de faire sauter Nord Stream. Quand on descend ensuite, Yamal Europe, qui est le gazoduc qui traverse la Biélorussie et la Pologne, les Russes vont l'interrompre au motif d'un désaccord politique avec la Pologne et d'une interdiction des sociétés russes de faire des affaires avec Europol Gaz, qui est l'opérateur du gazoduc pour la partie polonaise. L'Ukraine va voir une réduction des flux qui passent par le gazoduc Fraternité à la suite de manœuvres des indépendantistes du Donbass qui manipulent des stations de compression en Ukraine, ce qui fait que l'opérateur ukrainien demande aux Russes de basculer une partie des flux de la branche sud qui traverse l'Ukraine vers la branche nord. Les Russes vont prétendre qu'ils ne peuvent pas et donc vont en profiter pour restreindre les flux en Ukraine, mais néanmoins ces flux se perpétuent et j'en profite pour le préciser, ces flux se perpétuent jusqu'à ce jour et se perpétueront jusqu'à la fin de l'année au moins. Et enfin, sur Turkstream, qui est le gazoduc qui traverse la mer Noire à destination de la partie occidentale de la Turquie, il y aura quelques réductions minimes de flux, mais en gros, le flux de gaz russe à travers ce gazoduc continue à couler en direction de l'Europe. Donc, toutes ces opérations de manipulation vont avoir pour effet de faire monter les prix jusqu'à 350 € du mégawattheure, c'est-à-dire en gros 17 fois les prix historiques de la décennie précédente. Ça sera le pic atteint pendant le mois de juillet-août. Et puis à l'automne, les prix redescendent un peu vers un niveau de l'ordre de 100 € avant de se stabiliser en début 2023 à un niveau d'une cinquantaine d'euros par mégawattheure. Alors là aussi, face à ces prix très élevés, on va voir encore des réactions opportunistes de gens qui se disent face à ces prix-là, ça vaut le coup de revoir toute notre politique pour permettre de bénéficier de ces prix élevés. On va voir notamment la Norvège qui va changer sa politique d'exploitation des champs gaziers, puisque la Norvège avait traditionnellement une politique qui consistait à dire nous travaillons pour les générations à venir et donc notre politique d'exploitation, c'est qu'au moment où on arrête un gisement, on doit avoir exploité le maximum de ressources exploitables. Ce qui conduisait à limiter les productions de gaz sur certains champs qui sont des champs qui comportent à la fois du pétrole et du gaz, parce que si on produit trop vite le gaz, ça veut dire qu'on laissera plus de pétrole en terre. Donc la doctrine norvégienne, c'était que c'était la production ultime de pétrole qui dictait le flux auquel on produit du gaz. C'est notamment le cas du champ d'Osberg. Et là, la Norvège va changer sa politique pour maximiser les flux de gaz à court terme. On va voir l'Union européenne changer sa politique de stockage, puisque la doctrine dans l'Union européenne, c'était que le stockage était au fond une affaire d'opérateur de marché, donc il appartenait à chaque fournisseur de gaz de décider un peu de sa politique de stockage. Et là, face à cette crise, on va au fond généraliser en Europe une législation qui existait en Italie et en France, qui dit que toutes les personnes qui ont souscrit des capacités de stockage doivent les remplir à l'entrée de l'hiver. Ce qui paraît une mesure de bon sens. C'est simplement intéressant de savoir que quand l'Italie puis la France avaient passé ces législations, elles avaient dû négocier pendant des mois avec la Commission pour que cette législation ne soit pas sanctionnée comme une aide d'État. Et brusquement, quand la crise arrive, cette législation est généralisée. On va voir également dans le domaine des infrastructures un certain nombre de gens
se précipiter pour installer des terminaux flottants de regazéification de GNL pour permettre d'importer plus de gaz naturel liquéfié en Europe. Et plus globalement, sur le marché du GNL, les prix sont tellement élevés en Europe que partout dans le monde, tout le GNL qui était flexible, donc qui n'avait pas une destination impérative, va être attiré vers l'Europe, mais on va même aller plus loin. Un certain nombre d'opérateurs vont choisir de ne pas alimenter des pays tiers, je pense en particulier au Chili, au Pakistan et à quelques autres, parce qu'ils préfèrent payer des pénalités pour ne pas avoir livré leurs clients, mais empocher les prix européens sur ces quantités de GNL. Au passage, conséquences géopolitiques insoupçonnées, ça explique pourquoi un certain nombre de pays ne se sentent pas nécessairement solidaires de l'Europe de l'Ouest sur l'affaire ukrainienne. Parce qu'ils disent, vous êtes bien gentils, mais vous avez résolu le problème russe en attirant à n'importe quel prix du GNL, et concrètement, il faut savoir qu'il y a des Pakistanais qui sont morts dans la vague de chaleur de l'été 2022 au Pakistan parce qu'il n'y avait pas de climatisation, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, parce qu'il n'y avait pas de GNL. Donc, il n'est pas étonnant qu'un certain nombre de pays éprouvent une solidarité limitée vis-à-vis des Européens dans ce contexte. Alors ça, c'est les réponses un peu de court terme. Les réponses de moyen terme, ça va être de lancer la construction de nouveaux terminaux d'importation de GNL. Et je parle là au-delà des terminaux flottants qui sont assez rapides à mettre en place. Ça va consister éventuellement à renégocier un certain nombre de contrats européens d'approvisionnement, c'est-à-dire à ce qu'un certain nombre de fournisseurs constatant la défaillance de la Russie se tournent vers d'autres fournisseurs pour négocier des contrats long terme, mais ça va être limité, on pourra en reparler. Et un élément important de la réponse de l'Europe, ça va être d'accélérer la production d'énergie renouvelable pour diminuer notre dépendance au gaz naturel. Et quand je parle d'énergie renouvelable, je parle aussi bien d'énergie électrique, donc d'éolien et de solaire, mais je parle bien entendu, et ça sera une composante importante, de gaz renouvelable avec une accélération de la production de biométhane en particulier et un objectif affiché de 35 milliards de mètres cubes de biométhane produits en 2030 dans l'Union européenne. Pour fixer les idées, la réduction de tous les flux russes qu'on a vus, c'est en gros 105 milliards de mètres cubes par an, sachant que l'Europe consommait 400 milliards en gros en 2021. Donc la réduction de flux russes, c'est en gros 25% des approvisionnements européens. Et le biométhane qu'on veut produire en 2030, c'est en gros un tiers du gaz russe manquant. Donc c'est quand même significatif, même s'il faut un peu de temps pour le développer. Et donc, dans la réponse à la crise, il y aura le développement du biométhane, il y aura le développement de la production d'hydrogène vert, même si ça met naturellement plus de temps, et on y reviendra. Alors, pourquoi le développement des énergies renouvelables est une partie importante de la réponse à la crise? Parce que tout le monde est conscient que remplacer une dépendance au gaz russe, qui était excessive, à hauteur de 40%, par une dépendance au GNL américain ou au gaz naturel liquéfié qatari, ça n'est pas une bonne solution parce que même si les Qataris et les Américains sont considérés comme relativement plus fiables que les Russes, se mettre en dépendance pour une ressource aussi essentielle que le gaz d'un petit oligopole de producteurs n'est jamais une très bonne solution. Alors, peut-être un petit moment juste pour parler un peu de la réponse que la Commission et que l'Union européenne globalement a apportée à cette crise. On peut dire que, en gros, le meilleur a côtoyé le pire dans cette réponse. Dans les bonnes initiatives, il y a celle qui a consisté à créer l'obligation de remplir les stockages pour être sûr au moins qu'on commence l'hiver avec des stockages pleins. Il y a l'accélération du développement des énergies renouvelables. Il y a la création d'un objectif de biométhane.
Il y a l'accord entre Ursula von der Leyen et Joe Biden pour augmenter les exportations de GNL américains vers l'Europe. Et à côté de ça, il y a toute une série d'initiatives qui soit ont été avortées, soit sont plus douteuses dans leur principe même. Par exemple, le Conseil européen avait demandé à la Commission de travailler sur la possibilité pour les entreprises européennes d'acheter du gaz en commun, avec l'idée que si elles se regroupaient pour négocier des contrats d'approvisionnement gaz, elles seraient dans une position plus forte de négociation, obtiendraient de meilleurs prix. Là, la direction générale de la concurrence au sein de la Commission va purement et simplement saboter cette initiative, de sorte que ce qui devait être une grande initiative d'achat en commun finit par une simple plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs potentiels, ce que l'un de mes collègues qualifiera de mythique du gaz, et dont on est incapable de montrer aujourd'hui que ça a eu la moindre efficacité. Il y aura dans les initiatives douteuses un certain nombre de démarches internationales entreprises par la Commission et notamment Ursula von der Leyen, qui va par exemple aller en Égypte pour signer en grande pompe un Memorandum of Understanding avec les Égyptiens et les Israéliens, qui ne dit rien d'autre que ce qu'ils faisaient déjà depuis février 2022. Donc, à part de la communication, ça ne sert pas à grand-chose. Ursula von der Leyen va aller voir Aliyev, le chef de l'État azerbaïdjanais, pour signer un mémorandum disant que l'Azerbaïdjan serait prêt à terme à nous exporter 10 milliards de mètres cubes de gaz de plus, sauf que tous les gaziers savent que l'Azerbaïdjan n'a pas les réserves correspondantes. Il y aura peut-être un jour les ressources, mais elles n'ont pas encore été découvertes ni mises en valeur, et que donc, si l'Azerbaïdjan exportait effectivement plus de gaz vers l'Europe, ce serait du gaz russe. Donc aujourd'hui, l'Azerbaïdjan exporte son gaz vers l'Europe et consomme pour ses propres besoins déjà une part significative de gaz russe. Donc tout ça va être un peu, pour le moins, brouillon et marqué plus par la volonté de communiquer que de la volonté d'agir. Plus grave, mais là aussi les États membres étaient divisés, on n'arrivera pas à décider de fixer un prix maximum sur le gaz qu'on achète à nos fournisseurs par gazoduc. Parce qu'autant, si vous voulez attirer du gaz naturel liquéfié, donc qui est livré par bateau et qui peut aller n'importe où dans le monde, vous êtes obligé de payer le prix le plus élevé. Sinon, les gens qui possèdent ce gaz naturel liquéfié ont tendance à le vendre sur un autre marché. Autant quand vous êtes lié par gazoduc avec vos producteurs, ils n'ont pas le choix d'envoyer leur gaz ailleurs. Et donc, on aurait pu plafonner le prix, notamment celui qu'on a payé aux Norvégiens et aux Russes. On ne l'a pas fait, et en gros, ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliards d'euros en pure perte, qui ont été payés par les consommateurs européens et qui ont enrichi en grande partie le fonds souverain norvégien pour ce qui concerne le Norvège. L'autre point sur lequel on était défaillant, et en particulier faute d'avoir mis un plafond sur le prix, c'est qu'on a laissé les États membres se débrouiller avec la question de la protection des clients domestiques, mais aussi des clients industriels contre ces hausses des prix. Et là, les États ont agi en ordre complètement dispersé. Donc en France, on a mis un bouclier tarifaire à la fois sur l'électricité et sur le gaz, qui nous a coûté, je vous le rappelle, d'après la Cour des comptes, 72 milliards bruts, 36 milliards nets. Du côté industriel, on a pris des mesures limitées en France, mais l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table pour essayer de protéger ses clients industriels contre les effets de la hausse des prix. Alors, ça ne suffira pas. Et au total, on a assisté à une destruction importante des industries européennes fortement consommatrices de gaz. Au premier rang desquelles la fabrication d'ammoniac. Et là, la référence est la fermeture de l'usine BASF de Ludwigshafen, mais vous pouvez aussi mettre dans le même panier la fermeture de l'usine Yara à Montoire de Bretagne, qui obéit exactement à la même logique. Avec un petit effet retard, mais exactement dans la même logique, si ExxonMobil ferme aujourd'hui son unité de chimie de Notre-Dame de Gravenchon, ça correspond exactement à la même problématique.
Donc, faute d'avoir un peu coordonné la réponse sur la hausse des prix et essayer de réfléchir, d'une part, à payer moins aux Norvégiens et aux Russes, mais d'autre part aussi à se dire quelles industries il faut qu'on protège dans cette perspective, on a laissé se produire une destruction extrêmement significative et probablement irréversible d'une partie de l'industrie européenne. Alors, aujourd'hui, l'une des difficultés qu'on a, c'est que tous les politiques, une partie du grand public, ont tendance à considérer que la crise est passée. Les prix sont revenus à des niveaux, on va dire, entre 30 et 35 euros du mégawattheure. Bon, je vous rappelle que la décennie précédente, c'était aux environs de 20. Il faut quand même être conscient qu'à 30-35 euros du mégawattheure, ça veut dire qu'un industriel européen paye son gaz 5 fois ce que paye un industriel américain. Il paye en gros 6 euros du mégawattheure. 2 dollars par million de BTU. Donc, considérer que ça, ce n'est pas un problème, c'est déjà, me semble-t-il, une conclusion rapide. Deuxième point, le prix demeure extrêmement volatile. Vous vous souvenez de l'épisode entre Israël et l'Iran provoqué par le bombardement du consulat iranien à Bagdad. Ça a suffi à faire monter les prix très court terme de 30%, les prix à terme d'un an de 20% sur le marché européen, alors que ni Israël ni l'Iran ne sont des fournisseurs significatifs du marché européen. Donc on est dans des prix extrêmement volatiles et il faut savoir que globalement le marché mondial du gaz ne se rééquilibre sans le gaz russe qui nous manque aujourd'hui qu'en 2026-2027, quand les grands projets qataris de production de GNL rentrent en service et permettent de rééquilibrer l'offre et la demande. Donc, on va être tout à fait concret, les 3 hivers qui viennent peuvent être dramatiques s'il fait froid et si on a une quelconque difficulté d'approvisionnement. Parmi les quelconques difficultés d'approvisionnement, il faut être conscient que la Russie continue à nous fournir, bon an, mal an, entre 45 et 50 milliards de mètres cubes par an. Et donc, Poutine a encore 2 robinets qu'il peut fermer par l'éclair. Donc, cette crise est très loin d'être terminée. Alors maintenant, si on essaye de se projeter un peu plus à moyen terme et de se poser la question de la prospective géopolitique liée justement à une nouvelle orientation de politique qui consiste à passer du gaz naturel vers des gaz verts ou décarbonés, notamment le biométhane et l'hydrogène. Alors d'abord, pour rappeler une réalité de base qui est que, contrairement à ce qu'un certain nombre de gens pensent, électrifier 100% des usages pour assurer la transition énergétique est une très mauvaise idée. Parce que vous avez un problème de stockage de l'électricité et vous avez donc un problème pour faire face aux pointes de demande. Juste pour rappeler à tous ceux qui pensent qu'on peut résoudre le problème de stockage de l'électricité avec des batteries, il faut être conscient que la capacité de stockage d'énergie sous forme de gaz en France est de 135 TWh. 135 TWh, c'est 2,7 milliards de batteries de Zoé. Donc, si vous pensez qu'on va pouvoir un jour stocker de l'énergie entre l'été et l'hiver, comme on le fait avec le gaz, ça veut dire que vous pensez qu'il est réaliste qu'on consacre au stockage énergétique l'équivalent de 2,7 milliards de batteries de véhicules électriques. Donc, on a besoin de gaz dans un système énergétique parce que ça permet du stockage intersaisonnier, ça permet d'intervenir très rapidement avec des centrales à gaz pour compenser l'intermittence d'un certain nombre d'autres énergies et que nous croyons fondamentalement qu'on peut, à un horizon d'ici 2050, intégralement décarboner la consommation de gaz, essentiellement par substitution du biométhane au gaz naturel, par substitution d'hydrogène vert ou d'autres hydrogènes bas carbone à l'hydrogène actuellement fabriqué à partir
de gaz naturel, en y ajoutant de la pyrogasification et d'autres méthodes de production de gaz, et en y ajoutant de la capture du carbone associée à la production notamment d'électricité à partir de l'eau. Alors, ça, c'est une conviction profonde de l'ensemble des gaziers. Concrètement, quand on essaye de faire des scénarios, on arrive à peu près à boucler les scénarios dans une perspective de réduction globale de la consommation de gaz, c'est-à-dire, en gros, si je prends les cas des scénarios NJ pour la France, on prévoit que par rapport à ce qu'on consommait traditionnellement en gaz en France, qui était de l'ordre de 450 TWh, à l'horizon 2050, on descendrait à 300 TWh. Dans ces 300 TWh, il y en a en gros la moitié de biométhane, essentiellement de biométhane agricole, une partie à partir des décharges, mais essentiellement du biométhane agricole à partir de déchets agricoles, de cultures intermédiaires à valorisation énergétique, etc. Donc ça fait à peu près la moitié des 300. Et le reste, les 150 qui restent, se partagent entre du gaz de pyrogasification de déchets, par exemple, de l'hydrogène, soit vert, soit fabriqué à partir de nucléaire, soit l'hydrogène naturel, soit etc., plus un peu de gaz fossile avec capture du carbone et séquestration. Donc, ça, c'est un scénario auquel nous pensons qu'il est réaliste de tendre et sur lequel un certain nombre de gens travaillent. Alors ensuite, il y a tout un débat dans une perspective où on réduit les usages du gaz, est-ce qu'on les concentre sur un certain nombre d'usages. Il est évident pour nous que, par exemple, l'hydrogène a vocation prioritairement à remplacer l'hydrogène actuellement utilisé, qui est produit à partir de gaz naturel avec de très fortes émissions de CO2. Une fois qu'on a fait ça, l'autre vocation de l'hydrogène, c'est de décarboner la production d'acier, c'est-à-dire de se substituer au coke comme méthode de production de l'acier. On voit également un rôle pour l'hydrogène dans les transports lourds, et en particulier les camions qui font énormément de distance et qui roulent en gros 24 heures sur 24, certains transports de ce type. Une partie de l'hydrogène servira à faire des e-fuels, c'est-à-dire sera recombiné avec du CO2 pour faire des carburants liquides pour l'aviation. Parce que on a beau travailler le problème sous tous ses angles, faire voler des avions long courriers avec autre chose que des carburants liquides, c'est à peu près impossible. Les courts courriers, on y arrivera. Moyen courrier, peut-être. Mais les longs courriers, on sera obligé de fabriquer des e-fuels. Alors, ça aura des conséquences géopolitiques. Parce que le biométhane, nous ne pensons pas qu'il sera importé. Dieu merci, l'Europe a un très important potentiel de biométhane. Donc, ça veut dire que demain, 50% des gaz qu'on consommerait dans une industrie, dans une économie comme celle de la France serait en fait produit chez nous. C'est en ce sens qu'on revient un peu à l'époque des usines à gaz où on produisait le gaz qu'on consommait plus ou moins localement. Pour l'hydrogène, je pense qu'il y aura un mix d'importation et de production en Europe, sans néanmoins que cette importation crée nécessairement une dépendance géopolitique. Et je vais l'illustrer par un exemple. L'hydrogène est très difficile à transporter sur des longues distances parce qu'on n'a pas de très bons moyens de le transporter par bateau. Par contre, par gazoduc, ça se transporte très bien. Et donc, si on prend le cas de l'Afrique du Nord, qui a, comme vous le savez, un potentiel solaire important, on peut très bien imaginer de fabriquer de l'hydrogène au Sahara et de le transporter vers l'Europe. Et la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les 6 pays d'Afrique du Nord, de la Mauritanie à l'Égypte, vous en avez 2 qui sont exportateurs de gaz, l'Algérie et l'Égypte. Demain, potentiellement, les 6 sont exportateurs d'hydrogène parce qu'ils ont tous du désert, ils ont tous de l'eau, et qu'avec du solaire et de l'eau éventuellement dessalée, on fait de l'hydrogène et on peut le transporter par gaz. Et donc, on a finalement un enjeu géopolitique là qui serait que
à l'occasion de la substitution du gaz fossile par des gaz renouvelables, on va très vraisemblablement, d'une part, changer complètement la géopolitique du gaz. Des pays comme la Russie, le Turkménistan ou l'Iran vont perdre beaucoup de leurs avantages compétitifs et on va s'approcher d'une plus grande autonomie, pour ne pas dire indépendance, parce qu'on ne sera pas indépendant, mais d'une plus grande autonomie et d'une plus grande sécurité d'approvisionnement de l'Europe. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit. Le biométhane est aujourd'hui plus cher que le gaz naturel. Cela dit, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous renvoie aux publications du groupe de prospective de la Creux, notamment quand vous incorporez les externalités, et notamment le prix du CO2 dans la valeur du biométhane, vous arrivez assez près d'un équilibre entre biométhane, y compris les externalités, et gaz naturel. Si on veut quand même protéger l'industrie européenne, il faudra mettre une taxe carbone aux frontières. Donc, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sera indispensable parce que sinon, on va continuer à détruire notre industrie. Mais on a une vision raisonnable qui prendra du temps, mais qui est achevable avant 2050, d'une décarbonation complète de l'économie du gaz en Europe. Alors, en conclusion, ce que je vous dis là est très européen. La vision de l'Asie du Sud-Est sur le gaz est complètement différente. Eux, leur problème, c'est est-ce qu'on aura assez de gaz pour sortir du charbon assez rapidement et puis pour continuer à développer le pays, etc. Et donc ça, il faut être conscient du fait que dans la façon dont on voit le gaz, l'Europe est assez singulière par rapport au... Je voudrais que vous reteniez le fait que, contrairement à d'autres formes d'énergie, le gaz, ayant toujours été en concurrence sur tous ces marchés avec d'autres alternatives énergétiques, il a l'habitude de faire des compromis, de chercher ses niches et d'essayer de s'adapter à la demande des clients. Il a déjà réussi plusieurs révolutions technologiques et donc je suis convaincu que la révolution technologique qui consiste à passer du gaz naturel au biométhane d'une part ou du gaz naturel à l'hydrogène vert ou bas carbone d'autre part est quelque chose que l'industrie gazière peut réussir également. Au passage, une des leçons qu'on doit tirer de la crise, c'est que contrairement à ce que nous disent un certain nombre de gens bien intentionnés, si vous agissez sur l'offre d'énergie en pensant que vous allez accélérer la transition au lieu d'agir sur la demande, le seul effet que vous avez, c'est que vous enrichissez les producteurs et vous ruinez vos clients. Et que donc, si on veut que la transition énergétique soit juste et ordonnée, il faut agir sur la demande. Sur l'offre de renouvelables, bien sûr, mais il faut agir sur la demande. Et si on n'agit pas sur la demande, et qu'on essaye simplement de restreindre l'offre en disant ça va forcer la transition énergétique, ben ça aboutit à des clients qui ne peuvent pas payer leurs factures et le fonds souverain norvégien qui empoche 100 milliards d'euros sur l'année 2022. Et le dernier point, peut-être, c'est que mais on pourra y revenir si vous voulez avec vos questions, si je tire un bilan de la construction du marché européen du gaz, je dirais qu'au fond, la construction du marché européen du gaz, elle s'est faite beaucoup trop en négligeant l'impératif de sécurité d'approvisionnement. Et elle était fondamentalement partie sur l'idée que le marché assurerait les prix les plus bas possibles. On a rajouté comme des modifications au mécanisme de marché l'incitation à développer des énergies renouvelables. On a créé un système relativement complexe et fragile, mais surtout, comme on avait négligé la sécurité d'approvisionnement, immanquablement, et à cause de M. Poutine, elle s'est rappelée à nous
Et c'est ça qui a causé les conséquences que je vous ai décrites tout à l'heure. J'en viens au terme de mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Et puis, on va passer aux commentaires d'abord, puis aux questions. Merci beaucoup Didier pour cette présentation